L'immobilier dans tous ses états. Une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'immobilier dans tous ses états sur Radio Imo. C'est une émission qu'on coproduit effectivement avec le groupe L'Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier. Chaque mois, nous allons à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter les problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant cette demi-heure d'émission. Et justement, pour l'animer, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous. Et tout d'abord, belle année 2021 à vous tous. Bienvenue donc ici sur Radio Imo. On espère que cette année 2021 sera un petit peu moins morose que celle de 2020. Alors du côté de l'immobilier, on a tout de même constaté que le secteur fait preuve d'une belle résistance malgré les confinements, les reconfinements ou encore interdiction de visite. On vous le rappelle, en fin d'année, c'est tout de même plus de 960 000, en fait environ 960 000 transactions qui ont été réalisées. Derrière les chiffres, il y a bien sûr les hommes et les femmes qui travaillent tous les jours sur le terrain et ils sont nombreux. Alors tous les patrons de réseau le savent, il faut recruter les meilleurs. Et bien évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment fait-on pour recruter les meilleurs, comment les repérer, les embaucher, les former. La formation, c'est également très important, et également les retenir une fois qu'ils sont formés. Et pour répondre à ces questions, nous accueillons deux spécialistes. Hugo Baillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur marketing et communication de Coldwell Banker. Et Stéphane Fritz, bien sûr, avec nous, qui est donc le président de Guy Hockey. Bienvenue, messieurs. Bonjour à toutes et tous. Merci Alexandra. Alors effectivement, deux modèles différents au niveau des agences, mais les exigences, on le sait, sont les mêmes, recruter les meilleurs. L'immobilier dans tous ses états, spécial défi du recrutement, c'est parti. L'immobilier dans tous ses états. L'édito. Et pour poser les bases du sujet, nous nous tournons vers notre éditorialiste maison, Nicolas Tarade, qui est donc journaliste chez nous, chez Radio Imo. Bonjour Alexandra, eh bien écoutez, quand on parle immobilier, on pense tout de suite à la maison que l'on va pouvoir acheter dans le sud-ouest, à l'appartement de nos rêves dans le quartier branché de Lille, Bordeaux ou encore Strasbourg, que sais-je. À l'envolée des prix, aussi à Paris, eh bien aujourd'hui on va se demander, vous l'avez dit Alexandra, si l'immobilier est un secteur qui attire, qui plaît et qui recrute. Avec la crise liée à la pandémie de Covid-19, on l'a observé, on l'a dit ici à de multiples reprises, la pierre reste une valeur refuge et selon une étude publiée cette semaine par le réseau social LinkedIn, l'immobilier est dans le top 3 des métiers les plus demandés de 2020. Derrière la grande distribution et la santé, l'immobilier monte sur le podium. Pour être précis sur la méthodologie, les métiers les plus demandés sont en fait définis comme les catégories de métiers dont le rythme de recrutement a le plus progressé par rapport à l'année dernière sur la période d'avril à octobre. Selon l'étude, l'activité du secteur de l'immobilier a augmenté de 46% en 2020. Près de 17 000 postes vacants sont proposés sur LinkedIn et plus de 11 000 personnes ont été recrutées cette année, toutes professions confondues. Paris, Marseille, Lyon, voilà les trois villes qui recrutent le plus via LinkedIn dans le secteur de l'immobilier. 3 villes, oui, mais combien de métiers ? Pas mal, à vrai dire. Le réseau social dresse la liste des postes, aussi bien d'agents immobiliers que de conseillers en immobilier, d'administrateurs de biens, de promoteurs immobiliers, de gestionnaires de copro aussi. Voilà donc pour cette étude qui reflète une certaine tendance. Reste à savoir désormais, Alexandra, si nos invités ont pu constater cette bonne tenue des niveaux de recrutement dans l'immobilier en 2020 et quelles perspectives pour l'année à venir. Merci Nicolas. Et tout de suite, on ouvre le débat avec nos invités. L'immobilier dans tous ses états. Le grand débat. Alors c'est vrai qu'en préparant cette émission sur le recrutement, l'idée nous est venue parce qu'il est difficile en ce moment d'échapper sur les abribus, un petit peu partout, à des campagnes de pub d'un de vos confrères. Qui que vous soyez, homme ou femme, une seule condition, soyez motivés. Et venez donc vous présenter. C'est pas évident, on avait quelques chiffres avec Nicolas, on sait que c'est un métier qui attire. Il y a une pléthore de métiers dans ce secteur immobilier. On va se concentrer sur ceux qui sont au contact des clients, ceux qu'on voit, ceux qui vont nous faire visiter les appartements, nous séduire, nous convaincre. Je commence avec vous, Hugo Baillet, vous êtes directeur marketing et communication de Coldwell Banker. Comment vous faites, vous, pour trouver les meilleurs sur ce segment très particulier de l'immobilier de luxe ?
Je pense qu'on a plusieurs leviers pour rencontrer, pour identifier des potentiels futurs consultants. Il faut tous les activer. Donc bien sûr, on fait de la chasse sur les différents réseaux sociaux comme LinkedIn, on publie des annonces. On va aussi identifier des potentiels bons consultants à la concurrence. C'est toujours le jeu dans le recrutement. Et puis, on attire aussi beaucoup de personnes qui sont en réorientation ou en reconversion professionnelle, où l'idée de travailler dans l'immobilier germe depuis des années. Et avec souvent les grandes vacances l'été ou les vacances de Noël, on se remet en question, on se dit qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine, je veux me faire plaisir dans mon travail, j'ai envie de changer. Et là, avec l'année qu'on vient de passer, le sentiment s'est renforcé. Donc, on a beaucoup de contacts qui nous arrivent tout naturellement sur notre site internet. On a des formulaires de contact pour le recrutement. Et ensuite, après, à nos dirigeants et managers dans nos agences de qualifier ces profils, d'échanger avec eux, de voir leur motivation. C'est vrai que la motivation, c'est quelque chose d'important. Mais au-delà de ça, c'est la question de la personnalité. Et est-ce que la personnalité d'un consultant va matcher avec une marque, avec une méthodologie, avec des process, la manière dont on travaille, et puis avec les managers et les dirigeants des agences, parce que voilà, il faut que au sein de l'équipe, au sein d'une agence ou d'un bureau, tout fonctionne bien pour bien travailler ensuite. Mais est-ce qu'on recrute de la même manière dans le secteur du luxe que dans un secteur finalement plus classique de l'immobilier? Est-ce qu'il y a d'autres critères, d'autres exigences? Je pense que sur la méthode de recrutement, ça doit être assez similaire. Après, sur les exigences et les attentes, évidemment, on attend d'une personne qui va travailler au contact de clients très privilégiés, de clients internationaux, qui puissent parler une ou plusieurs autres langues que le français. On attend une présentation, aussi une manière de s'habiller, une manière de s'exprimer, une attitude qui va faire la différence derrière quand on sera en clientèle. Donc voilà, on a ces exigences-là. Ensuite, évidemment, quand on va recruter des non-professionnels aujourd'hui de l'immobilier, on a mis en place chez Coldwell Banker tout le système d'intégration, d'orientation, de formation et d'accompagnement pour aller acquérir les compétences métiers de l'immobilier, des compétences juridiques, parce que l'immobilier, faut pas toujours croire ce qu'on peut voir dans certaines émissions de divertissement à la télévision. C'est un métier qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement exigeant, où on a du juridique, on a de la communication, on a du marketing, on a du relationnel client, on a du commercial. Donc on apprend toutes ces compétences-là et on va aussi apprendre la dimension de l'attitude, du comportement, du relationnel client avec des clients de luxe. Ouais, donc peut-être moins de jeunes diplômés sortis d'école et plus, comme vous le disiez tout à l'heure, une seconde vie. Étonnamment, on a tous les profils. Ouais. On a des bureaux, notamment un bureau à Paris qui a en plus une grande diversité de profils internationaux où dans le même bureau, vous avez des personnes originaires de Russie, de Chine, d'Autriche, voilà, parce qu'il y a cette dimension internationale qui fait qu'ils ont des réseaux et puis ils vont aller travailler avec les clients internationaux. Coldwell Banker, on est le leader mondial de l'immobilier de luxe. On a des bureaux dans 50 pays, donc on a des clients qui nous sont envoyés par nos confrères dans d'autres pays, donc il faut pouvoir les accueillir. Et la force de Coldwell Banker, c'est d'avoir une unité dans son service client, c'est-à-dire que si aujourd'hui j'envoie un client à mon agence à Miami, j'ai la garantie qu'il sera accueilli comme moi je l'ai accompagné sur son projet ici. Donc c'est la force d'un réseau mondial. Ouais, et on remarque que Hugo est très corporate puisqu'il a le petit pins Coldwell Banker à sa boutonnière. Exactement, ça fait partie du dress code chez Coldwell Banker. Tous nos consultants ont le pins. On vous identifie. Exactement, c'est comme ça. Voilà, c'est un élément extrêmement important. C'est pas le seul, mais voilà, celui-là il est extrêmement visible. Ouais, des petits clins d'œil. Stéphane Fritz, vous avez oublié le petit pins. On est plus sur les compétences émotionnelles, les compétences techniques que sur les pins. J'apprécie le pins d'Hugo aujourd'hui. On recrute chez Guy Hockey tout au long de l'année. On recrute tout le temps et c'est même le cœur de notre métier. Mais c'est pas seulement le recrutement, c'est aussi la formation, principalement la formation. Et vous posez la question de savoir comment on peut recruter les meilleurs. C'est ce qu'on apprend à nos managers. C'est 580 agences aujourd'hui sur le territoire national. On a recruté, je crois, 1200 personnes l'an dernier. Donc il faut former tout ça parce qu'on le voit, près de 30% de nos gens sont formés seulement et c'est un vrai problème, c'est un cancer dans ce métier. Très peu de gens sont formés puisque c'est un marché fast, Alexandra, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un marché fast donc qui ne nécessite pas aujourd'hui de grandes compétences tellement le marché est dynamique. D'accord ? Donc aujourd'hui on a intégré dans notre redevance aujourd'hui auprès de nos franchisés le service de formation tout inclus, c'est-à-dire qu'on veut faire la promesse à chacun et chacune
une qui viendront nous rejoindre aujourd'hui, qu'ils seront formés. Parce qu'on le sait, pour ce qu'on étudie aujourd'hui depuis de longues années, que les gens qui sont formés performent et durent dans ce métier-là. Parce que c'est pas le tout de parler de ceux qui rentrent, d'accord, mais il faut aussi parler de ceux qui sortent, et ils sont assez nombreux, et parfois plus nombreux que ceux qui rentrent dans certains domaines. Je parle notamment des mandataires. Donc c'est un vrai sujet. Et on est plutôt centré sur des compétences. Les deux compétences sont importantes. Les compétences techniques, ce qu'on appelle assez vulgairement les hard skills, c'est ça, c'est le mot à la mode, et les soft skills qui sont les compétences émotionnelles. Le métier d'agent immobilier, c'est un métier d'autodidacte. Même s'il existe beaucoup d'écoles et de nombreuses écoles, c'est un métier d'autodidacte. On apprend beaucoup sur le terrain. Et les réseaux organisés, comme nous le sommes aujourd'hui, offrent des formations assez dynamiques, assez fortes et assez concrètes sur le terrain. Donc aujourd'hui, ce qu'on recherche, et ce qu'un agent immobilier recherche quand il va chercher des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs, c'est surtout des compétences émotionnelles. C'est-à-dire que savoir s'exprimer, savoir exposer un projet clair, savoir faire visiter une maison, Hugo le disait tout à l'heure, des vraies compétences de persévérance, d'adaptabilité. C'est aujourd'hui la norme. Dans un monde qui bouge, on ne peut plus avoir les mêmes compétences qu'il y a 30 ans. Donc c'est ces compétences-là, et c'est quelque chose d'assez compliqué d'aller chercher ces compétences, parce que comment on fait? Alors, quelques exemples. Si vous cherchez la curiosité, il vous suffit d'avoir, par exemple, en entretien, un discours assez limité pour voir si la personne va venir chercher l'information, d'ailleurs, ou alors ne pas vous poser les questions et vous dire oui. Vous voyez, pour prendre que cet exemple-là, c'est comme ça qu'on va aller chercher les compétences émotionnelles, et c'est ce qu'on apprend dans nos formations pour nos managers. Ouais, Hugo, vous parliez aussi de repérer les compétences qui sont déjà chez les concurrents, une espèce de mercato comme ça, surtout pour vous qui vendez des produits très haut de gamme. Justement, c'est peut-être plus facile, moins cher quelque part, d'aller chercher quelqu'un qui est déjà compétent ailleurs? Oui, ça arrive, comme on peut aller chercher des personnes qui travaillent aujourd'hui dans des métiers du luxe, en relation client, par exemple des conseillers de vente dans des grands magasins avec des très belles enseignes sur les Champs-Élysées. Ils ont cette compétence relationnelle, cette compétence de rendre service et d'apporter un service, une expérience privilégiée à des clients. Il leur manque juste la compétence métier. Ça, c'est notre cœur de métier. Ça veut dire qu'ils ont les soft skills dont parlait Exactement. Stéphane, et là, vous leur apportez finalement la formalisation, la méthode et le savoir. Donc, on recrute tous les profils, et en fait, on va adapter toute la formation et toute l'intégration de ces nouveaux consultants en fonction du profil, de ce qu'il a déjà fait, etc. Et quand bien même on recruterait un professionnel qui a 5 ans, 10 ans d'expérience dans l'immobilier, pas forcément dans le haut de gamme ou le luxe, et pourquoi pas, on va quand même refaire des formations pour voir. Parce qu'entre un réseau et un autre, entre une marque et une autre, on n'a pas les mêmes manières de faire, on n'a pas les mêmes outils, donc il faut appréhender les nouveaux outils, les nouveaux process dans les agences. Le contrôle qualité n'est pas toujours le même, et ensuite on les accompagne sur le terrain pour voir, et puis ensuite ils vont pouvoir voler de leur propre aile. Vous parlez de métier de service. J'ai une amie à moi qui est hôtesse de l'air et qui a été embauchée chez Orpi très récemment, en raison, il y a un petit peu moins de vols actuellement, et qui arrive à vendre de nombreux appartements parce qu'elle a l'habitude dans son métier d'hôtesse de l'air d'être serviable. Elle parle plusieurs langues et c'était un profil. Ils sont venus la chercher en lui disant, bon ben voilà, tu veux une activité complémentaire, et elle l'a déjà vendu quelques appartements en quelques mois. Donc c'est vrai que ça peut être des profils comme ça qui sont intéressants en effet. Les profils de grande surface sont très intéressants, les Carrefour, très organisés, très structurés, Decathlon, Leroy Merlin, les profils de commerçants, d'anciens commerçants, ont l'essentiel aujourd'hui. Après, la technicité de savoir comment on fait un compromis, il faut 2 jours pour apprendre ça. Et ensuite, il faut en faire beaucoup pour savoir bien le faire. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment des compétences émotionnelles qu'on recherche. Et c'est toute la difficulté, parce qu'on a tous appris à recruter avec des compétences techniques. Tout le monde met Word, Excel et PowerPoint sur son CV. Par contre, personne ne sait faire un croisé dynamique, personne ne sait faire une belle présentation sur une presse de PowerPoint, et des fois on fait des fautes. En parlant d'argent aussi, on se dit, dans l'immobilier, on peut gagner beaucoup d'argent. Et pourtant, par exemple, quand on veut travailler dans l'immobilier, on dit, bon, ben, on ne te fait pas de contrat, tu auras un pourcentage sur les ventes. Donc, on peut travailler parfois 3 mois, 4 mois, sans rentrer de vente, sans faire de vente, et finalement se retrouver avec 0 € à la fin du mois en ayant beaucoup travaillé. Alors, même dans ce cadre-là, si on est rémunéré uniquement avec des honoraires, il y a quand même un contrat. Les choses sont encadrées. Alors, on le sait malheureusement pas dans tous
tous les réseaux, mais en tout cas chez Coldwell Banker, 100% de nos consultants sont sous contrat avec nos agences. Oui, il y a différents réseaux, ils ont des statuts d'agents immobiliers où ils sont salariés, etc. Chez nous, on a fait ce choix-là parce que le revenu avec les honoraires, il est beaucoup plus élevé quand vous vendez. Mais oui, ça nécessite du travail, ça nécessite un peu d'anticipation de ce statut-là pour avoir les moyens de patienter les 3-6 mois avant de toucher ses premiers honoraires. Mais c'est comme ça que vous gagnerez beaucoup plus d'argent derrière parce que vous avez une plus grosse part des honoraires que si vous étiez sur avance sur honoraires. Ouais, alors ça c'est pour la promesse effectivement de faire peut-être pas fortune mais d'une belle carrière. On parle aussi de quelque chose qui passionne en ce moment les directeurs de ressources humaines, c'est la marque employeur. Et effectivement, quand on voit que moi j'ai envie de changer de boulot ou j'ai envie de me lancer dans le métier, est-ce que je vais choisir Coldwell Banker, est-ce que je vais choisir Guy Hockey, est-ce que je vais en choisir un troisième? Comment vous travaillez justement sur votre image pour attirer les meilleurs talents? Alors, pour revenir sur la rémunération, avant de revenir à votre question, pour revenir sur la rémunération, c'est pas le statut d'agent co ou de VRP. Nous, on a 54% d'agents commerciaux, on a donc forcément 46% de salariés VRP. Donc, et c'est pas ça le sujet. On parlait justement des compétences et tous ensemble émotionnelles. Moi, aujourd'hui, je fais que des agents co chez moi, ou je mélange les deux, ou je mixe les deux. Ce qui m'intéresse, c'est si j'embauche Alexandra, c'est de travailler avec Alexandra. Après, le statut que je vais mettre en face, c'est le statut qui va le mieux s'adapter à vous et à moi, à notre façon de travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. Savoir pourquoi on va venir dans une agence plutôt qu'une autre, dans un réseau plutôt qu'un autre. Nous, on a un service de formation intégré, ce qui est un peu notre différence, un peu ce qui fait la grande différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assuré d'être formé chez Guy Hockey. Alors, c'est pas vrai dans tous les réseaux. Je ne sais pas comment c'est chez Coldwell Banker, mais en tout cas, je sais que c'est pas vrai dans tous les réseaux. Mais après, tout à l'heure, Hugo l'a très bien dit, il faut chercher une pleine compatibilité, pas seulement une marque. Une marque a ses valeurs, évidemment, mais d'abord à la personne avec laquelle on va travailler, voir l'équipe, d'accord, et voir un petit peu comment ça fonctionne, voir quels sont les avis éventuellement sur Google, faire comme si on venait acheter, quoi, parce qu'on est aussi client, c'est notre premier client, le collaborateur dans une agence, d'accord, parce que c'est lui qui va faire rayonner la marque. Donc aujourd'hui, et je voudrais dire aussi une dernière chose, et j'en arrête là, c'est le patron recrute le collaborateur, mais l'inverse c'est vrai. Hein. L'inverse c'est vrai. Hein. Le collaborateur recrute son patron également. Donc, oui, dans un entretien, on est en partie à 50% évaluateur. Donc, on va évaluer le profil qu'on a en face pour identifier des compétences, des caractéristiques, une personnalité. Mais on est aussi commercial parce qu'on doit vendre notre marque, on doit vendre notre agence. Et donc, c'est l'alchimie entre les deux. Chez Coldwell Banker, on a fait, fin du mois de décembre, une grande enquête auprès de tous nos consultants pour savoir quel était leur état d'esprit à la fin de cette année difficile et puis voir les perspectives qu'ils avaient pour 2021, voir quel levier on pouvait, nous, en tant que réseau au niveau national et international, activer des choses, des nouveaux outils pour les accompagner. On leur a posé des questions, justement, sur pourquoi ils avaient rejoint Coldwell Banker. La force de la marque, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, quand vous voulez travailler dans le luxe, on travaille forcément sur l'international, donc être un réseau mondial, un réseau centenaire aussi, c'est quelque chose qui attire, c'est quelque chose qui est fort. Ensuite, il y a la dimension du luxe, c'est le numéro 2. Et puis le numéro 3, c'est je connaissais quelqu'un qui travaillait déjà chez Coldwell Banker. Et donc on a cette notion parfois de cooptation, mais aussi d'avoir déjà rencontré d'autres personnes qui ont donné envie soit de se lancer dans ce métier-là, soit de rejoindre l'agence, parce qu'on sait comment ça se passe, donc on n'a pas de mauvaises surprises. Le problème aujourd'hui, et notamment parce que c'est un métier qui attire beaucoup sur de la reconversion ou de la réorientation, c'est que parfois, on a des personnes qui ont une mauvaise image de ce qu'est réellement le métier de conseiller ou de consultant immobilier sur le terrain. On a l'impression que c'est juste une personne qui reçoit des demandes pour des appartements, des maisons et qui va les faire visiter et puis qui va obtenir une offre à la fin, mais en oubliant qu'il y a une dimension commerciale, qu'il y a une dimension de prospection commerciale pour aller identifier, trouver des nouveaux mandats, accompagner ses clients dans leur projet de vente d'une propriété. Et ça, on ne le voit pas dans les émissions à la télé. Et donc, on a des gens qui viennent avec peut-être parfois une fausse idée, et ils s'en rendent vite compte, et puis mais ils ont perdu du temps. Donc c'est aussi pour ça que dans le recrutement, il faut identifier les raisons et les motivations pour lesquelles des personnes ont envie de se lancer aujourd'hui dans l'immobilier. Une question justement sur les nouvelles technologies aussi qui, dans le domaine du recrutement, sont très utilisées. Coldwell Banker est une société américaine, on sait à la pointe de la data ou du data mining ou
des analyses de données. Comment vous en servez aujourd'hui pour, là aussi, essayer de trouver les meilleures opportunités au niveau des collaborateurs ? On a nos outils en interne. On a mis en place des stratégies marketing pour attirer des nouveaux consultants avec différents outils d'inbound marketing, de lean nurturing. Voilà, c'est tous ces mots, tous ces concepts marketing américains qu'on a appliqués sur une dimension de recrutement entre j'ai une idée, j'aimerais juste avoir un peu d'informations, savoir comment ça se passe. Et finalement, progressivement, on envoie du contenu, de l'emailing, du livre blanc, des conseils, etc., jusqu'à ce que la personne soit sûre que c'est ce qu'elle a envie de faire. Donc comme ça, on a un parcours qui peut être automatique et qui permet à l'arrivée de gagner du temps des deux côtés. Ouais. On parle de recrutement, Stéphane, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup d'entrants, mais peu d'élus. Et puis il y a des gens peut-être qui avaient des préjugés, qui avaient des idéaux, et puis ça marche pas. Il y a un coût aussi du recrutement. Quand ça fonctionne pas, on dépense de l'argent, on dépense de la formation. Finalement, on voit partir ces gens. C'est l'envers aussi du décor. Comment vous gérez ça justement aujourd'hui, quand il faut aussi se séparer malheureusement de ceux qui ne peuvent pas continuer? Alors, les enquêtes RH aujourd'hui, dernièrement faites en 2020, notent que 33% des gens quittent les entreprises, en règle générale, et pas seulement dans l'immobilier, en règle générale, quittent les entreprises dans leur première année. Donc, d'accord. Ça, c'est un vrai sujet. Dans l'immobilier, je pense que c'est beaucoup plus fort que ça. J'ai pas la donnée précise, mais je sais que c'est plus fort que ça. Aujourd'hui, c'est que nous, on a 35%, je crois, des gens qui ont plus de 2 ans d'ancienneté. Et sur ces 35% qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, plus de 70% ont plus de 5 ans. Donc en clair, quand on a passé la barre des 2 ans, on reste dans ce métier parce qu'on le connaît et on sait le faire. Et sur un marché extrêmement porteur comme c'est le cas, on n'a pas ce problème-là. Sur cette population qui produit et qui est là depuis longtemps, 87% d'entre eux sont formés par Guy Hockey. Ils ont été formés par Guy Hockey, dont on a la trace qu'ils ont été formés par Guy Hockey. Et 13% d'entre eux, moi je ne suis pas proactif pour aller chercher des collaborateurs dans les autres agences, parce qu'il y a des fois... parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui se vendent bien. Dans les mercatos, il y a des gens qui se vendent bien, qui ne travaillent pas tout le temps super bien. Mais par contre, j'imagine que ces 13% restants sont des gens qui ont été formés par le Coldwell Banker, par La Forêt, par Century 21, pour citer que cela. Donc, aujourd'hui, on sait que 100% des gens sont formés. Donc, d'où comment on pallie à ce turnover, c'est en intégrant la formation dans la redevance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le franchisé paye sa redevance, et quoi qu'il arrive, quand il intègre quelqu'un, il le forme. Et on parlait tout à l'heure de volume ou de data pour automatiser. Je pense que le recrutement, il n'y a rien de plus fort que ça dans l'entreprise. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la cooptation. La cooptation, c'est le meilleur outil de recrutement, à mon sens, de dire à son équipe, déjà de vendre les nouveaux postes à son équipe. Parce que son équipe, elle est plutôt en frein à se dire, s'il y en a un qui vient, le gâteau, il va se partager. Donc, de dire, non, plus on est nombreux, plus la performance individuelle est élevée, parce que c'est un marché extrêmement fast. Il faut vendre ce travail à l'équipe, parce que sinon, dès qu'il y en a un qui arrive, l'équipe le crame, faut dire ce qui est. Donc quand vous avez vendu ça à l'équipe et que vous incentivez votre équipe à récupérer des gens, quoi de mieux de dire viens faire le beau métier que je fais moi. Avec la performance individuelle, avec la performance collective. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin de data, il n'y a pas besoin de trucs informatiques. Enfin, je pense que c'est de l'humain. Le recrutement, en ce compris, le sourcing, c'est de l'humain. On communique au national, sur les culs de bus, on fait ça. Mais la réalité, c'est que c'est de l'interne et c'est de l'humain. Et ça ne sert à rien de recruter 1000 si vous en gardez 200. Quoi. Je rajouterais un autre élément, quelque chose qui est très important pour nous chez Coldwell Banker. On est aussi un réseau de franchises. On forme nos dirigeants à recruter. On a toujours l'impression que recruter, c'est facile. Avant, j'étais directeur de la communication d'un groupe RH et j'ai été confronté à la même problématique. Vous avez des gens, instinctivement, qui disent « Oui, recruter, c'est facile. Il suffit de poster une annonce sur LinkedIn ou sur Cadre Emploi. Il y a des CV qui tombent. Je passe quelques coups de fil. Je prends des entretiens et puis je vérifie que ce qu'on m'a raconté, c'est ce que il me dit en face. » Et puis, vous avez des gens de la même manière qui pensent que vendre leur maison, c'est facile. Donc, ils vont passer sur du particulier à particulier et puis vous avez 70% des ventes qui n'aboutissent pas. Et le recrutement, c'est exactement la même chose. Vous avez des professionnels qui font également ça. Il faut former au recrutement, à poser les bonnes questions en fonction du profil, à analyser ce qui est dit dans un CV, ce qui n'est pas dit, et donc
savoir quelles questions on va pouvoir poser et puis à pouvoir analyser, évaluer une attitude, une manière de s'exprimer, une posture en fonction des réponses qui sont apportées. Donc on forme à ça comme on forme au discours que le recruteur doit avoir avant l'entretien et pendant l'entretien. Bon, on retient pas mal de choses quand même de cette émission, les soft keys évidemment, la cooptation canal favori, et puis que c'est un métier aussi de recruteur auquel il faut se former. J'ai une dernière question avant la fin de l'émission. On dévie un peu par rapport au sujet du jour, mais on a appris que dans un classement établi par un de vos confrères, que Paris a perdu de son lustre et dégringole de la première à la 7e place. Alors c'est peut-être dû au Covid, c'est peut-être dû à la crise des Gilets jaunes. On se souvient de ces images sur les Champs-Élysées qui ont pu effrayer une clientèle internationale. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi ? Est-ce que ça va, Hugo, est-ce que ça va être modifié ? J'ai pas vu ce classement, je connais pas la méthodologie. En tout cas, ce que je vois chez Coldwell Banker, c'est le nombre de clients internationaux qui continuent de nous appeler, qui continuent d'être intéressés. Pendant le premier confinement, on a fait 2 ventes pied de la Tour Eiffel à des acheteuses américaines qui n'ont pas visité. Voilà, on a utilisé la visite 360, on a fait des FaceTime pour faire visiter le quartier du 7e arrondissement et on a des acquisitions qui se font dans ces conditions. Oui, c'est vrai que la clientèle internationale, en ce moment, elle n'est pas présente ni à Paris, ni sur la Côte d'Azur. Et pour autant, Paris restera Paris. Paris, malgré les grèves, Paris, malgré les gilets jaunes, il y a toujours une attractivité internationale. Les prix continuent d'augmenter, alors que les prix à Londres baissent, que les prix à Manhattan s'écroulent. Aujourd'hui, dans l'immobilier de luxe, en tout cas, Paris reste et restera une valeur sûre. Stéphane, d'un mot. Moi, j'ai lu l'enquête. Pour le coup, j'ai lu l'enquête, mais on parle que des gens riches. Et la première ville, c'est Zurich. Donc on peut comprendre un peu l'attrait, mais Paris, ça reste la plus belle ville du monde. Ça reste encore c'est attractif en France et dans le monde. Ça a passé la barre des 10 000 € du mètre. On est encore en progression de 4% sur Paris. Donc voilà, c'est et juste. Bordeaux repasse devant Paris, je crois. Après, il faut creuser un petit peu. Vous avez beaucoup d'investisseurs étrangers qui vont acheter des studios, des 2 pièces pour faire de l'investissement locatif pour du Airbnb, par exemple. Quand vous avez une municipalité qui verrouille les choses, etc., vous n'avez plus envie d'acheter dans ces endroits-là pour faire un investissement. Mais l'investissement dans l'immobilier de luxe, ça reste une valeur sûre. La fluctuation des marchés financiers fait que aujourd'hui, vous avez beaucoup d'investisseurs qui reviennent dans l'immobilier de tous les pays, donc on n'est pas inquiet. On n'est pas inquiet donc pour la ville lumière. Merci messieurs, merci Alexandra. Merci on à arrive vous. déjà au terme de cette émission. Merci également à Jason Pinheiro qui a réalisé cette émission. Merci à notre chroniqueur Nicolas. Et rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.